vote sur la deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique. La conférence des présidents a décidé que ce texte serait discuté selon la procédure de législation en commission prévue au chapitre 14 du règlement du Sénat. Au cours de cette procédure, le droit d'amendement des sénateurs et du Gouvernement s'exerce en commission, la séance plénière étant réservée aux explications de vote et au vote sur l'ensemble du texte adopté par la commission. Et la parole est à Madame Roselyne Bachelot, ministre de la Culture. Présidente, à nouveau, je vous salue. Je salue le président Laurent Lafon, madame l'auteure et rapporteure, chère Sylvie Robert, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs. Nous arrivons donc également au terme du processus législatif pour la proposition de loi relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique. C'est un bonheur. Elle est le fruit d'un travail de long terme de la sénatrice Sylvie Robert, dont je veux saluer l'engagement sur ce sujet crucial. Chère Sylvie Robert, vous le savez, les bibliothèques constituent le premier équipement culturel public de proximité. 16 500 établissements en France. Elles touchent un public très large, avec environ 12 millions d'usagers. Ce sont des lieux de culture à part entière, où l'on s'informe, s'instruit, dialogue et où on s'enrichit. Ce texte arrive à point nommé et vient très justement compléter l'action engagée depuis 2017 en faveur des bibliothèques, sous l'impulsion du Président de la République, qui en avait fait un des axes forts de son programme. Ce quinquennat aura sans conteste permis de nombreuses avancées en leur faveur. Sur la base du diagnostic posé par Éric Orsenna et Noël Corbin en 2018, l'État et les collectivités territoriales ont renforcé leur collaboration pour étendre les horaires d'ouverture des bibliothèques, diversifier leurs missions, accompagner la formation des professionnels. Grâce au plan pour les bibliothèques qui en est issu, l'État a accru les moyens alloués aux collectivités au travers de la dotation générale de décentralisation, des crédits importants du plan de relance pour 2021 et 2022 et d'une politique de contractualisation renforcée. Grâce à ces moyens nouveaux, une vraie dynamique est née et les résultats sont là. Entre 2016 et aujourd'hui, ce sont plus de 500 projets qui auront été soutenus dans toute la France. Les bibliothèques aidées ouvrent 8h30 de plus par semaine par rapport à 2016. Cette politique offre ainsi la possibilité à près de 12,4 millions d'habitants, notamment dans les territoires les plus fragiles, d'accéder davantage à leur bibliothèque. Cette action en faveur de nos bibliothèques se concrétise aujourd'hui sur le plan législatif par l'initiative de cette proposition de loi qui va permettre demain, enfin, de consacrer le rôle essentiel des bibliothèques dans le code du patrimoine. Ce texte rappelle que les missions culturelles, éducatives, sociales, ludiques des bibliothèques s'inscrivent dans le respect des principes de pluralisme des courants d'idées et d'opinions et de neutralité du service public. Les bibliothèques doivent demeurer des espaces de liberté, des lieux de respiration démocratique. Leurs professionnels doivent être protégés de la censure, comme de toute pression politique, religieuse ou sociale. Leurs collections doivent refléter la diversité des opinions. Les bibliothèques doivent également rester accessibles à tous librement et gratuitement. Il est important que la loi entérine un principe qui fait consensus et constitue l'une des conditions cardinales de leur succès. La loi accompagne en outre la montée en puissance des collaborations entre collectivités territoriales, tout en respectant leur libre administration et en réaffirmant le rôle ô combien essentiel des bibliothèques départementales en soutien aux petites bibliothèques, notamment rurales. L'Assemblée nationale a enrichi le texte et nous avons eu l'occasion d'évoquer en commission les avancées relatives à la revente de livres par les bibliothèques de l'État et des collectivités territoriales à des entreprises de l'économie sociale et solidaire, la disposition interdisant aux départements qui ont bénéficié du transfert par l'État d'une bibliothèque centrale de prêt
de supprimer leur bibliothèque départementale ou encore d'ajouter les notions d'accessibilité des personnes handicapées aux collections et aux services. Depuis le début de cette initiative législative, vous le savez, madame la sénatrice, j'ai exprimé le soutien sans faille du Gouvernement à ce texte. Le travail de qualité mené au Sénat, puis à l'Assemblée nationale, en bonne intelligence et confiance avec le Gouvernement, permet aujourd'hui d'aboutir à un texte attendu et qui rassemble tous les bancs. C'est là tout l'objectif de mon action au ministère de la Culture depuis 16 mois, rassembler et se rassembler pour faire vivre la culture. C'est chose faite ce matin pour nos bibliothèques. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à madame Sylvie Robert, rapporteure de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication. Pour 7 minutes, chers collègues. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues. Alors, je viens compléter ce diptyque littéraire que nous offre cette matinée après l'adoption définitive de la proposition de loi de ma collègue Laure Darcos. La proposition de loi relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique, dont je suis à la fois l'auteure et la rapporteure, a été, on le sait, adoptée à l'unanimité au Sénat, à l'Assemblée en première lecture, puis de nouveau à l'unanimité dans le cadre de la procédure de législation en commission le 23 novembre dernier. Je vous avoue mon émotion aussi de voir cette aventure commencée il y a presque une année arriver à son terme de cette façon ce matin. Alors comment ne pas s'en réjouir? Comment ne pas y voir un formidable signal, forme de preuve d'amour, je le dis, adressée à l'ensemble des professionnels des bibliothèques qui, je sais, nous regardent nombreux en ce moment même, mais aussi une reconnaissance, ma reconnaissance, notre reconnaissance pour le premier équipement culturel de notre pays. La proposition de loi, qui je l'espère sera adoptée ce matin, constitue effectivement le premier grand texte régissant les modalités de fonctionnement et, plus important, les valeurs aussi, les missions de ces bibliothèques. Il était d'ailleurs difficile de croire que ce premier équipement culturel, avec 16 500 implantations, ne bénéficiait jusqu'à présent que de quelques dispositions législatives éparses et relativement floues dans le Code du patrimoine. Alors je veux remercier d'abord mon président de groupe qui est là, mes collègues, mais aussi mes collègues de la commission, mon président de commission, mais aussi vous tous, comme les collègues députés et la rapporteure Florence Provandier, que je salue. Tous ont contribué à faire qu'aujourd'hui, les bibliothèques disposent enfin d'un statut de référence qui leur est propre, fait d'exigences intellectuelles, de respect du pluralisme et de large ouverture pour tous. Je veux préciser aussi que ce texte s'adresse également à l'ensemble des élus locaux qui ont cette belle responsabilité de gérer les bibliothèques. Je suis particulièrement fière de voir aboutir à l'Assemblée un combat qui me tenait à cœur, celui des bibliothèques départementales. Car un nouvel article 9A a été introduit à l'initiative du Gouvernement. Il précise que les départements ne peuvent pas supprimer, cesser d'entretenir ou de faire fonctionner les bibliothèques dont ils ont la charge. Oui, je me félicite tout spécialement de l'adoption de cette mesure que j'avais initialement souhaité proposer dans le cadre de l'examen de la loi 3DS, mais je m'étais alors heurtée à l'article 40. Alors j'espère, mes chers collègues, que notre Assemblée pourra ouvrir ce matin la voie à une promulgation rapide de ce texte par un vote positif. Je n'ose pas le souhaiter une nouvelle fois unanime, mais je l'espère très sincèrement. Et je veux, au terme de mon propos, bien entendu, vous remercier, Madame la Ministre, pour la qualité de nos échanges et oui, votre soutien indéfectible depuis le début à cet engagement pour ce premier équipement culturel de notre pays. Mais je veux également remercier les membres de votre cabinet et aussi de votre administration. Je pense aux services du livret de la lecture qui ont été, en tout cas, extrêmement précieux pour moi. Chers collègues, je vous remercie de votre attention et de votre soutien. Merci. Merci. Alors, nous passons aux explications de vote des groupes, à raison d'un orateur par groupe. Et nous débutons par Madame Elsa Schalck pour le groupe Les Républicains.
pour 5 minutes, chers collègues. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission, madame la rapporteure, chers collègues, le second passage de ce texte devant notre assemblée est une nouvelle occasion de saluer le travail et l'engagement de notre collègue Sylvie Robert, qui était à l'initiative de cette proposition de loi. C'est également l'occasion de rappeler l'importance de ce texte, très attendu, tant nous connaissons les vertus de la lecture et les bénéfices de ces lieux, si importants à la vie culturelle de nos communes. Alors que des lois existent concernant les musées, les archives, jamais, jusqu'à ce jour, il n'y avait eu de loi cadre sur les bibliothèques. C'est donc une première. Pour la première fois, ce texte donne une définition de ce qu'est une bibliothèque. La richesse que constituent les livres et la lecture est inestimable. Et je salue à ce titre le vote intervenu tout à l'heure du texte de notre collègue Laure Darcos, mettant en avant la filière professionnelle du livre et de nos librairies. Lieu de rencontre, de partage, de savoir, d'apprentissage, de créativité, de liberté et d'émancipation, les bibliothèques répondent à de réelles attentes de nos concitoyens qui sont attachés à ces lieux de vie pour petits et grands. 76% des Français considèrent que les bibliothèques sont utiles à tous. Cette proposition de loi s'articule autour de 3 grands principes qu'il était important de consacrer afin de donner un cadre législatif clair, précis et ambitieux aux bibliothèques. La liberté d'accès aux bibliothèques municipales et intercommunales, qui permet un accès sur place et à distance, la gratuité de l'accès à cet espace public et la gratuité de la consultation sur place, mais également le pluralisme des collections, afin notamment d'éviter toute censure. Inscrire les bibliothèques dans la loi permet également, et ça a été dit, de reconnaître le rôle de l'ensemble des personnes qui y travaillent afin de les protéger. Les bibliothécaires, les bénévoles, les étudiants, dont le travail et l'engagement au service des autres sont à saluer. Les enjeux d'une bibliothèque en 2021 sont multiples, numériques, socio-économiques, éducatifs, culturels. L'Assemblée nationale est venue compléter la liste des missions des bibliothèques territoriales. Il était ainsi utile de rappeler que les bibliothèques participent au développement de la lecture publique, à la réduction de l'illettrisme, mais également à la diffusion et à la promotion du patrimoine linguistique et à la coopération des organismes culturels, éducatifs, sociaux, mais également des établissements pénitentiaires. Aujourd'hui, on le voit, à travers leur mission, les bibliothèques sont protéiformes et offrent des services qui s'adressent à toute la population. En évolution permanente, elles ont su se transformer pour relever les défis sociaux, éducatifs et culturels. Elles ne sont plus seulement un lieu de savoir et d'études, elles ont une vocation sociale et permettent la rencontre de toutes les générations et de tous les milieux socio-professionnels. Par leur maillage territorial dense, les bibliothèques sont la première porte d'un égal accès pour tous à l'apprentissage et à la découverte de la lecture, avec tout ce que cela comprend. 70% des communes de plus de 2000 habitants ont une bibliothèque. Et nous voyons de plus en plus des projets de boîtes à livres émerger, notamment dans les rues des petites communes. Véritable service public de proximité et parfois seul équipement culturel de la commune, les bibliothèques sont des lieux de vie auxquels les élus et nos concitoyens sont particulièrement attachés. En tant que sénatrice du Bas-Rhin, je tiens à prendre pour exemple la bibliothèque d'Alsace, qui se caractérise par ses 700 000 ouvrages, 288 bibliothèques et 300 bénévoles investis. Son bon fonctionnement et l'engouement qu'elle suscite témoignent de la forte utilité de nos bibliothèques départementales. La proposition de loi que nous examinons a été adoptée à l'unanimité sur nos bancs le 9 juin dernier. Elle l'a également été par nos collègues à l'Assemblée nationale le 6 octobre, dont le travail a permis d'enrichir le texte. Pour exemple, donner la possibilité aux bibliothèques de l'État et aux collectivités, la possibilité de revendre les livres dont elles n'ont plus l'usage, ou encore le fait que les départements ne puissent ni supprimer ni cesser d'entretenir les bibliothèques dont ils ont la charge. Je me réjouis aujourd'hui que le processus législatif prenne fin, permettant ainsi à ce texte de voir le jour. C'est une fierté aujourd'hui et c'est une belle reconnaissance pour tous les acteurs concernés, et je tiens à nouveau à remercier Sylvie Robert pour son engagement sur cette question depuis 2015. Pour toutes ces raisons, vous l'aurez compris, le groupe Les Républicains votera en faveur de ce texte. Je vous remercie. Merci.
La parole est à Madame Monique de Marco pour le groupe Écologiste Solidarité et Territoires pour 5 minutes, chers collègues. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, c'est un plaisir de terminer l'année 2021 avec ces 2 propositions de loi sur l'économie du livre, les bibliothèques et le développement de la lecture publique. La lecture, les livres et les bibliothèques sont indispensables à la transmission des savoirs, mais aussi à l'ouverture sur le monde dont nous avons tant besoin. Je remercie à nouveau mes collègues Sylvie Robert et Laure Darcos de l'initiative de ces textes. Grâce à vous, nous avons pu débattre au Sénat de ces sujets et obtenir, je l'espère, une large unanimité sur ces 2 propositions de loi. La proposition de loi relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique était très attendue par la profession. Ce sont grâce à leur personnel que nos bibliothèques ont su innover, se réinventer dans le but de sauvegarder cette richesse qu'est la lecture publique, sans oublier le rôle central de lien social qu'ils et elles maintiennent dans ces lieux. Le réseau de lecture publique s'est considérablement développé grâce en partie à la décentralisation. Dans le même temps, le cadre juridique dans lequel ces bibliothèques territoriales s'inscrivent demeurait insuffisant. Cette loi apporte une réponse claire, adéquate et proportionnée à ce vide juridique. Et pour cela, elle réaffirme 3 grands principes essentiels. La liberté d'accès aux bibliothèques municipales et intercommunales dans tout le territoire français, la gratuité d'accès aux collections et aux documents présents dans les bibliothèques territoriales, et enfin le pluralisme des collections, afin de respecter les opinions de chacune et de chacun et de réaffirmer la neutralité de nos services publics. Grâce à ces principes, nous pouvons avoir bon espoir que ce texte participe au développement de l'accès à la culture. En revanche, je regrette que le Gouvernement ait décidé de rendre obligatoire le pass sanitaire de 12 ans à 17 ans pour les bibliothèques, alors que dans le cadre scolaire, ce pass n'est pas demandé. Cette obligation risque d'accroître les inégalités d'accès à la culture. Après des mois de confinement avec l'école à la maison, il faut au contraire encourager ces jeunes à se rendre dans les bibliothèques. L'Assemblée nationale a apporté des ajouts intéressants à ce texte que je salue. Sur le patrimoine linguistique, enfin que les bibliothèques aient pour mission de participer à sa diffusion et à sa promotion, en écho à la proposition de loi sur les langues régionales adoptée en avril dernier. Sur l'accès aux personnes en situation de handicap, qui doivent être facilités, mais aussi sur la réduction de l'illettrisme et de l'illectronisme, et également sur la coopération avec les organismes culturels, éducatifs et sociaux et les établissements pénitentiaires. Enfin, sur l'impossibilité pour les départements de supprimer des bibliothèques ou de cesser de les entretenir. Je suis heureuse que les députés aient amendé l'article 12 dans le sens de ce qu'avec le groupe écologiste, nous avions proposé en première lecture. Malgré la réserve du Sénat liée au droit d'auteur, la mobilisation des bibliothèques qui a suivi durant l'été a montré le non-sens de réduire des dons de documents uniquement aux associations loi 1901 sans possibilité de revendre. L'Assemblée nationale a adopté une nouvelle rédaction qui permet aux bibliothèques de donner des livres dont elles n'ont plus usage à des fondations, des associations philanthropiques ou à des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et celles-ci sont désormais autorisées à les revendre. Je le rappelle ici, cet article ne prenait pas du tout en compte les pratiques déjà existantes. Il aurait pu mettre en péril toute une économie du livre d'occasion pour laquelle ces dons sont importants, et malheureusement, cela aurait amené à la destruction, à mettre au pilon de trop nombreux livres. C'est avec enthousiasme que le groupe écologiste Solidarité et Territoires votera ce texte qui répond aux enjeux et aux problématiques bibliothèques et fait le pas vers une bibliothèque inclusive, gratuite et informée dans le choix de ses collections. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Pierre Ouzoulias pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste. Et pour 5 minutes, chers collègues. Madame la présidente, madame la ministre de la Culture et des Archives,
mes chers collègues, ce texte en apparence simple et technique porte une évolution majeure du statut culturel des bibliothèques. Il fonde la reconnaissance législative de la bibliothèque comme institution du service public de la culture, non seulement pour la promotion du livre et de la lecture, mais aussi comme relais territorial de proximité de l'action culturelle. Le nouvel article du Code du patrimoine, créé par l'article 1er de la présente proposition de loi, donne enfin une âme à ce titre 3, dont l'austérité toute notariale détonnait avec la place exceptionnelle que tiennent les bibliothèques dans notre imaginaire collectif. Des lieux du livre, mais aussi et tellement des lieux du vivre, comme le disaient avec élégance Éric Orsena et Noël Corbin dans leur rapport rendu le 20 février 2018. Notre collègue, la sénatrice Sylvie Robert, auteure et rapporteure de cette proposition, dont je salue la qualité et la fulgurance du travail, fait sienne cette définition pour donner aux bibliothèques l'ambitieuse mission, je la cite, de garantir l'égal accès de tous à la culture, à l'information, à l'éducation, à la recherche, au savoir et au loisir. Vaste programme, aurait dit un général, et on peut d'ailleurs se demander si les bibliothèques ne vont pas finalement accueillir certaines des fonctions jadis dévolues par son ministre de la Culture, André Malraux, aux maisons de la culture. Dans ce domaine, la proposition de loi va très loin puisqu'elle confère à cette mission générale toutes les garanties du service public, c'est-à-dire la neutralité, le pluralisme et l'interdiction de toutes les formes de censure idéologique, politique ou religieuse. Toutes ces règles sont elles-mêmes protégées par le principe de mutabilité du service public qui assurera leur pérennité indépendamment de l'évolution des techniques, des procédés de lecture et des supports de l'information. Cette reconnaissance législative profite aussi et surtout au personnel des bibliothèques et à leur mission. C'est une évolution sociale considérable qui va sans doute imposer des adaptations de leur cadre d'emploi. En quelque sorte, les bibliothécaires rejoignent les rangs des hussards noirs de la République dans leur noble mission de faire disparaître la dernière, la plus redoutable des inégalités qui vient de la naissance, l'inégalité d'éducation, ainsi que le disait Jules Ferry en 1870. À l'heure de la prépondérance du numérique, de l'impérialisme abétissant des plateformes et du mythe prométhéen de la capacité omnipotente de l'individu à se construire seul son capital culturel, il est réjouissant de constater la grande santé des bibliothèques. Partout où il en ouvre de nouvelles, elles sont rapidement victimes de leur succès. Nous avons même observé combien la crise sanitaire a renforcé leur aptitude à offrir de nouveaux espaces d'échange humain. Avec l'extension du télétravail, je ne doute pas que la bibliothèque va devenir, pour beaucoup de salariés, le dernier espace de socialité, un service public du vivre ensemble. Il appartient maintenant aux collectivités de mettre en œuvre les politiques publiques qui permettront aux bibliothèques de développer toutes leurs missions dans un cadre juridique renouvelé. L'État doit les aider dans cette mutation ambitieuse. Ses responsabilités sont encore bien plus grandes s'agissant des bibliothèques dont il a la charge. Je pense aux bibliothèques d'école, mais aussi et surtout aux bibliothèques universitaires. La Cour des comptes a rendu le 23 juillet dernier un rapport accablant et alarmant sur leur situation. Elle recommande au gouvernement d'engager sans attendre des réformes de fond et des moyens budgétaires importants pour qu'elles puissent exercer leur mission auprès d'étudiants qui sont dramatiquement privés de leurs services. Les collectivités ne pourront continuer à accueillir celles et ceux qui ont renoncé à se rendre dans les bibliothèques de leur université. Il est urgent de mettre en œuvre un plan de soutien de ces établissements parce que, plus que tout autre établissement, les bibliothèques n'assurent pleinement leur mission que dans un réseau homogène. En attendant l'ouverture de ce nouveau chantier, et j'espère que vous allez vous en emparer, chers collègues, avec la même réussite, nous voterons sans réserve cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci. La parole est à monsieur Pierre-Antoine Levi pour le groupe Union centriste pour 5 minutes, chers collègues. Madame la présidente, madame la ministre,
Madame la rapporteure, auteure de la proposition de loi, chère Sylvie Robert, Monsieur le président de la commission, mes chers collègues, on a besoin parfois que les choses nous manquent pour en réaliser la valeur. En effet, au plus fort de la pandémie, lorsque tous les lieux culturels avaient été contraints de fermer leurs portes, de très nombreux de nos concitoyens ont ressenti ce manque. Oui, les Français ont ressenti un manque de théâtre, un manque de cinéma, un manque de salles de concert, mais également, bien sûr, un manque de bibliothèques. Ce manque a fait réaliser toute la valeur des bibliothèques, son importance dans le paysage culturel de notre pays, qui n'était pas toujours reconnu à sa juste valeur. Ce texte a pour mérite premier d'être une consécration des bibliothèques qui n'avaient jusqu'à présent pas de véritable texte cadre. Ce sera bientôt chose faite. Je salue à ce titre la démarche et le travail très important mené depuis le mois de février dernier par notre collègue Sylvie Robert, auteure de la proposition de loi, en collaboration avec notre président de commission, mais également Madame la ministre. Les bibliothèques sont aussi bien urbaines que rurales, aussi bien populaires que bobos. Les bibliothèques ont cette capacité à se fondre dans tous les territoires pour tous les publics, qu'elles soient municipales, intercommunales, départementales. Elles irriguent le territoire de culture et en cela, elles sont particulièrement importantes. Avec ce texte qui sera adopté tout à l'heure, j'en suis certain, certains principes fondamentaux seront gravés dans le marbre. Des principes particulièrement consensuels, tellement consensuels même que l'on est en droit de s'interroger sur l'opportunité de légiférer. Les principes inscrits dans le marbre à l'article 2, par exemple, à savoir le principe de gratuité d'accès aux bibliothèques municipales et intercommunales et de gratuité de la consultation in situ, paraissent une évidence. En effet, quelle commune, quel élu local prendrait la décision politiquement et socialement suicidaire de restreindre les accès d'une bibliothèque ou de rendre la consultation des ouvrages payante sur place ? Je suis peut-être naïf de penser que jamais personne ne prendrait ce risque. Alors peut-être qu'au final, vaut mieux-il que ce soit inscrit noir sur blanc. L'article 5 me paraît beaucoup plus important, surtout compte tenu du contexte actuel où la liberté d'expression est régulièrement menacée au nom de certaines idéologies. Peut-être que grâce à cette loi, nous échapperons dans les bibliothèques françaises à des autodafés comme cela s'est passé au Canada il y a quelques mois, où 5000 livres jugés stigmatisants ont été brûlés. Et on parlait là, en plus, de bandes dessinées de Tintin, d'Astérix et d'Obélix. Oui, la liberté d'expression, c'est aussi accepter des ouvrages qui ne font pas l'unanimité, des ouvrages qui peuvent avoir une vision dérangeante. J'approuve donc totalement cet article 5, mais m'interroge sur son articulation avec l'article 7, qui prévoit que les bibliothèques présentent leurs orientations documentaires à l'organe délibérant, qui peut être suivi d'un vote. N'est-ce pas là le meilleur moyen de faire entrer de la politique ou de l'idéologie dans un domaine qui ne devrait pas en avoir ? Enfin, je mets l'accent sur l'article 8, qui consacre et offre une belle reconnaissance aux bibliothécaires. Car oui, ce n'est peut-être pas le métier le plus connu, ni le plus reconnu, mais être bibliothécaire, ça ne s'invente pas. Une bibliothèque vit par les livres et la documentation qu'elle peut offrir. Mais pour tout cela, il faut un chef d'orchestre, un maître d'œuvre pour choisir les collections, guider, conseiller les lecteurs, leur donner le goût de la lecture et l'amour du livre. À l'heure où le livre ne fait plus toujours recette parmi la jeunesse, transmettre l'amour de la lecture et des livres est très important. Par ailleurs, alors que l'information n'a jamais été aussi facile à trouver, la jeunesse est plus que jamais sujette aux fake news, les bibliothécaires ont un rôle majeur à jouer dans cette éducation à l'information et à la recherche des sources. Ils et elles ont ce pouvoir et ce talent, il faut le reconnaître et les protéger. Monsieur le Président, Madame le rapporteur, Madame la Présidente, Madame le rapporteur, mes chers collègues, malgré ces légères remarques, c'est donc avec conviction et enthousiasme que le groupe Union centriste votera en seconde lecture cette proposition de loi qui grave dans le marbre certains principes de base, mais permet également de développer la lecture publique, qui est un outil formidable d'émancipation et d'accès à la culture pour tous les Français. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Bernard Fieller pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen pour 5 minutes. Donc, Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, le groupe RDSE se réjouit du consensus qui a accompagné l'examen de ce texte sur les bibliothèques et le développement de la lecture publique. Les votes favorables à l'unanimité au sein de chacune des deux assemblées témoignent de l'intérêt que nous avons tous à l'égard de nos bibliothèques locales. Cela a été rappelé, les bibliothèques prennent actuellement très peu de place au sein de notre corpus législatif. Par son adoption, la proposition de loi permettra de réparer cette anomalie et de briser ce silence surprenant au regard du rôle fondamental que jouent ces établissements sur l'ensemble de notre territoire.
Grâce à l'initiative de notre collègue auteur et rapporteur Sylvie Robert, le Code du patrimoine se verra ainsi enrichi d'une définition précise des missions des bibliothèques municipales, intercommunales et départementales, des missions qui dépassent depuis bien longtemps la seule conservation de livres et leur communication publique. La marée montante des écrits, mais aussi la richesse des archives orales, le bouleversement et l'interdépendance des techniques de communication et d'information, la multiplication des supports que l'on dit éphémères parce qu'ils n'ont plus la pérennité du papier, tout cela oblige à redéfinir les perspectives et les moyens d'une mémoire organisée pour la postérité. C'est ainsi que François Mitterrand soulignait en 1988 dans l'un de ses discours l'évolution à l'œuvre concernant les bibliothèques et les archives. Il apparaît en effet important de soutenir constamment les bibliothèques face aux mutations qui les concernent. Les collectivités locales s'y emploient et vous l'avez rappelé, Madame la Ministre, l'État prend sa part notamment à travers le plan bibliothèque. C'est un effort qui doit être poursuivi, comme l'a suggéré le fameux rapport Orsenna-Corbin, notamment afin que ces établissements poursuivent du mieux possible leur mission traditionnelle tout en amplifiant leurs fonctions plus récentes. Je pense en particulier à celle relativement nouvelle de réduction de l'illectronisme, d'ailleurs inscrite à l'article 1er. Je profite de ce débat pour rappeler le travail initié par le groupe RDSE à travers la mission d'information sur l'illectronisme conduite en 2020 par notre ancien collègue de groupe Raymond Vall. Son rapport évoquait les réticences de certains publics fragiles à aller vers les bibliothèques en raison de leur connotation culturelle et de la perception de ne pas être le public prioritaire. Il y a en effet encore trop d'usagers qui se sentent empêchés pour des raisons socioculturelles, ce qui peut atténuer en pratique la portée de l'égal accès de tous à la culture. Il est néanmoins important de rappeler ce principe à l'article 1er, ainsi que celui de libre accès aux structures posées à l'article 2 du texte. Les bibliothèques ont fondamentalement une vocation humaniste. Le législateur doit y être attentif pour atteindre l'objectif beaucoup plus vaste d'inclusion sociale. L'accès au savoir est en effet au cœur du projet républicain. Nous devons l'honorer. Les collectivités locales l'ont bien compris lorsqu'elles déploient les bibliobus et leurs nombreuses initiatives autour de la lecture publique et du numérique. Dans cette perspective, les articles 9 et 9A apporteront également leur pierre à l'édifice. Ils contribueront au maintien d'un maillage dense du territoire par les bibliothèques, une nécessité non seulement pour contribuer à la liberté d'accès que je viens d'évoquer, mais aussi pour garantir la diversité et le pluralisme de l'offre culturelle, principe que porte aussi la proposition de loi. Enfin, je n'oublie pas non plus les bibliothécaires. Nous en connaissons de grands qui ont œuvré dans le passé au sein de belles institutions, Marcel Proust à la Mazarine ou ici même au Sénat avec le Comte de Lille et Anatole France. Ce sont des symboles de la culture française. Aujourd'hui, dans nos villes et villages, des milliers d'anonymes sont quant à eux les maîtres d'œuvre de l'accès à cette culture. Ils méritent toute notre attention, tant la leur est toujours bienveillante à l'égard des usagers. C'est donc une bonne chose de les mentionner à l'article 8. Mes chers collègues, lieu de savoir, espace de travail, moment de rencontre intergénérationnelle, levier d'apprentissage de la lecture, mais aussi de l'usage du numérique, enjeu de dynamisme local. Au vu de tout cela, il était temps de consacrer les bibliothèques dans la loi. Merci, Madame l'auteure-rapporteure Sylvie Robert. Le groupe RDSE approuvera ce texte et se réjouit de voir se clôturer ainsi ce matin une séquence autour du livre que l'on peut considérer comme la principale porte d'entrée au monde qui nous entoure. Merci. La parole est à Monsieur David Assouline pour le groupe socialiste, écologiste et républicain pour 5 minutes. Madame la ministre, Monsieur le président de la commission, chère Sylvie Robert, c'est un bonheur
oui, de clôturer cette session par des sujets qui sont au cœur même des réponses que l'on doit apporter dans les crises que nous traversons dans notre pays. La culture en général est un rempart contre tous les délires que certains distillent dans notre pays, le fracturant, misant sur souvent le manichéisme et la bêtise. Et dans la culture, la question du livre a toujours été symbolique. Les fascistes ont d'abord commencé à brûler les livres. Et je me souviens qu'une des premières mesures qu'avait prises un groupe politique qui venait d'accéder à des responsabilités dans les villes, ça avait été de censurer des livres dans les bibliothèques. Donc très symbolique. Je veux aussi souligner que c'est une fierté, un honneur pour notre Assemblée, pour les assemblées, pour notre pays. La ministre a nettement accompagné cette volonté du Sénat. C'est une fierté qu'à un moment donné où la mode est plutôt à déréguler, à désanctuariser, que, au contraire, ici, on vienne corriger quelque chose qui semble incroyable. C'était un gros trou dans la raquette, on va dire. Qu'au pays de Voltaire, de Balzac, de Zola, d'Hugo, de Proust, et j'en passe, eh bien, il n'y ait pas de loi cadre pour les bibliothèques. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait rien. Au contraire. C'est pour ça que ça me semble important à souligner. Parce qu'il y a 16 000 bibliothèques qui maillent tout le territoire, qui sont un maillage essentiel. Et encore, et ça a été souligné par mes collègues, dans la crise sanitaire que nous connaissons, a montré que, par le manque, mais aussi par la nécessité accrue d'avoir de tels lieux, que c'était irremplaçable. Je pense notamment à celles et ceux qui sont à 6, 7, 8 dans des tout petits appartements et où il n'y a pas de lieu pour pouvoir travailler, pour pouvoir s'évader, pour pouvoir étudier, pour pouvoir être accompagnés même par leur famille. Eh bien, ces lieux sont des lieux vraiment qu'il fallait sanctuariser, et cette loi le fait. Elle le fait avec, non seulement par le fait d'exister comme loi cadre, qui définit les bibliothèques, mais aussi parce que elle sanctuarise le développement de pratiques qui doivent être gratuites pour être pleinement dans ce que nous considérons être la nécessité de la démocratisation de la culture. Le pluralisme a été mis dans cette loi. J'ai fait référence tout à l'heure à certaines pratiques. On pourrait se dire c'est évident. Non, le pluralisme, ce n'est plus évident. Et c'est très important que quand il s'agit de la lecture, quand il s'agit de la culture, on puisse y faire attention. C'est une requalification et une valorisation des agents qui y travaillent. Car il ne faut pas oublier, à chaque fois qu'il y a des lieux, à chaque fois que la République est présente, ce sont des agents qui l'incarnent au quotidien. Et nous devons les défendre et les préserver. Voilà, je finis par un hommage, parce que si c'est si important, si c'est si unanime ici, c'est parce qu'il y en a qui se battent et qui le révèlent. Et Sylvie Robert s'est battue, la connaissant,
du matin au soir sur ces questions en général et pour que cette loi aboutisse. Je veux la féliciter et vous dire l'honneur que nous avons d'avoir de telles sénatrices dans notre groupe, et c'est pour cela qu'on votera pour cette proposition de loi. Merci. Et merci, monsieur Assouline, de ne pas m'avoir salué. Je vous remercie. Je vais passer la parole à madame Samantha Cazebonne pour le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants pour 5 minutes. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, chers collègues. Vous le savez, les bibliothèques publiques sont aujourd'hui le premier équipement culturel public de notre pays. On en recense plus de 16 000 pour 12 millions d'usagers. Et la crise sanitaire n'a pas empêché le nombre d'usagers de croître, puisqu'ils étaient 250 000 de plus en 2020 par rapport à 2019. Cette adhésion pour les bibliothèques s'explique notamment par la diversification de leurs activités et l'évolution des usages. Le rapport Orsena-Corbin révélait à ce titre que si 40% des Français fréquentent une bibliothèque au moins une fois par an, près de la moitié n'empruntent pas de livres. De sorte que les bibliothèques publiques deviennent progressivement des tiers-lieux où l'on se rend pour l'accès au Wi-Fi, le café ou bien pour des lectures publiques. L'absence de loi cadre pour les bibliothèques pose aujourd'hui problème. D'autant plus que ces dernières impliquent 3 acteurs décentralisés, les communes, les EPCI et les départements, et que les rôles de chacun ne sont pas tout à fait clairs. Cela rend vivement nécessaire l'instauration d'un cadre législatif adapté qui, demain, permettra d'étudier d'autres questions, comme l'opportunité d'une inscription des bibliothèques départementales dans les compétences obligatoires des départements. Comme pour le texte précédent, cette proposition de loi fait l'objet d'un consensus assez inédit pour que notre groupe salue. Le gouvernement a engagé la procédure accélérée et la commission de la culture a adopté le texte à l'unanimité en seconde lecture. Ce consensus montre combien le livre dans notre pays est capable de rassembler. Notre groupe votera donc naturellement en faveur de ce texte et je vous remercie. Merci. La parole est à monsieur Jean-Pierre Decool pour le groupe Les Indépendants, République et Territoires. Pour 5 minutes, chers collègues. Prenez votre temps, chers collègues. Madame Cazebonne, elle vous a laissé plusieurs minutes. Pour monsieur Decool, oui. Je t'en prie, Jean-Pierre. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de commission, madame la rapporteure, mes chers collègues, nous examinons à présent la proposition de loi relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique déposée par la sénatrice Sylvie Robert, dont je salue le travail et la ténacité en tant qu'auteur et rapporteur. Cette proposition de loi a été adoptée à l'unanimité par le Sénat le 9 juin dernier et par l'Assemblée nationale le 6 octobre. Madame la ministre, vous l'avez rappelé, dans la lignée du rapport d'Éric Orsena et de Noël Corbin, l'essentiel des dispositions présentées viennent renforcer notre politique de la lecture publique en dotant les bibliothèques des collectivités territoriales d'un cadre juridique à part entière. Les 3 premiers articles forment la colonne vertébrale de cette politique. L'article 1er inscrit pour la première fois dans le Code du patrimoine une définition claire de ces bibliothèques qui maillent le territoire national et leur mission. Relais de culture autant que de lien social, les 16 500 lieux de lecture publique accueillent près de 27 millions de lecteurs chaque année au bénéfice d'un public extrêmement diversifié. L'article 2 consacre pleinement le principe de liberté d'accès aux bibliothèques communales et intercommunales. Ce principe ne fait pas obstacle à l'instauration de jauges de fréquentation indispensables à la sécurité sanitaire des lecteurs, en particulier en temps d'épidémie. L'article 3 essentiel inscrit dans le marbre le principe de gratuité d'accès à ces mêmes lieux, ce qui n'est bien entendu pas incompatible avec les dispositifs d'abonnement payant mis en place
par un grand nombre de ces bibliothèques. Nous devons différencier la consultation sur place des ouvrages et l'emprunt, lequel demande des garanties particulières pour la pérennité des collections proposées. À travers ces principes de liberté d'accès et de gratuité, les bibliothèques contribuent à lutter contre l'illettrisme. Celui-ci touche encore 2 millions de Français, mais aussi contre l'électronisme. Victimes de cette fracture numérique, 20% des Français ne maîtrisent pas encore les principaux outils d'informatique. Les bibliothèques sont de précieux relais de l'État dans les territoires pour animer la vie locale et accompagner à travers leurs agents et les bénévoles, je pense aux bibliothèques en milieu rural, des citoyens parfois très isolés socialement ou économiquement. Aide aux démarches administratives, accueil de migrants, accompagnement des personnes âgées dépendantes, des détenus ou encore des personnes marginalisées. Ces lieux de culture sont aussi des lieux d'intégration, participant pleinement à la restauration du lien social. En effet, l'accès à la culture en prison est une des clés de la réinsertion, si bien que 2/3 des bibliothèques situées dans des grandes villes ont des partenariats avec les prisons, les centres de semi-liberté et la protection judiciaire de la jeunesse. Si la lecture est le premier moteur d'émancipation, c'est aussi un espace de transmission intergénérationnelle, propice au partenariat entre écoles et associations de retraités. Les élus locaux et les concitoyens y sont particulièrement attachés. Les principes consacrés par cette proposition de loi, la gratuité, la liberté d'accès, le pluralisme des collections et leur diversification, sont autant de principes fondamentaux constitutifs de l'ADN des bibliothèques locales. Les travaux de l'Assemblée nationale et du Sénat ont permis de sécuriser et de préciser l'ensemble de ces dispositions. Cette convergence de vues a justifié le choix de recourir à la procédure de législation en commission pour cette nouvelle lecture au Sénat. Le cadre proposé reste souple, adapté aux réalités locales et facilement applicable. Le groupe Les Indépendants votera en faveur de ce texte. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Monsieur le Président Lafont. Merci Madame la Présidente. Je n'ai en fait pas un mot à ajouter ou à enlever aux propos que les différents orateurs, que ce soit dans la discussion générale du premier texte ou dans celle du texte que nous sommes en train d'examiner, ont tenu à la fois pour souligner l'importance de ces deux textes et de manière plus générale l'attachement que nous avons tous au livre. Si je me permets d'intervenir, c'est pour exprimer, avant que vous ne votiez sur cette deuxième proposition de loi, le sentiment de la Commission de la Culture à l'égard de ces deux PPL. Sentiment tout d'abord de fierté que ces deux textes émanent de notre commission. Je crois qu'ils sont l'un comme l'autre la parfaite illustration de la qualité d'un travail parlementaire qui associe en amont les professionnels du secteur, que ce soit les bibliothécaires, les libraires, les éditeurs, et qui, pendant tout le parcours législatif, a veillé à rassembler le plus grand nombre autour des objectifs de ces propositions de loi, qui fait que, nous l'avons vu sur le premier texte, mais je ne crois pas m'aventurer en disant que ce sera la même chose sur le deuxième texte, nous nous réunissons tous dans une belle unanimité autour de ces textes. Et puis, deuxième sentiment que je voudrais exprimer au nom de la Commission, qu'un certain nombre d'entre vous ont déjà exprimé, la reconnaissance envers les deux auteurs, bien entendu, dont nous connaissons les uns et les autres, et je suis bien placé pour le savoir, la qualité de leur travail et aussi leur détermination. Je crois qu'à travers ces deux propositions de loi, mais de manière plus large, à travers le travail qu'elles ont mené depuis de nombreux mois sur ce sujet comme sur d'autres, elles ont parfaitement rappelé que la culture est d'abord une affaire de conviction. Et puis à ces remerciements, je voudrais bien sûr ajouter aussi des remerciements envers Madame la ministre de la Culture et des Archives, parce que nous sommes bien conscients les uns et les autres que ces deux parcours législatifs ne seraient peut-être pas arrivés à leur terme aussi rapidement si vous n'étiez pas personnellement intervenu pour les soutenir et pour montrer tout l'intérêt de ces deux textes. Donc, merci Madame la Ministre ainsi qu'à vos équipes de nous avoir très utilement accompagnés dans l'élaboration de ces deux propositions de loi. Merci.
Alors, je vais mettre aux voix la proposition de loi relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique. J'ai été saisie d'une demande de scrutin public par le groupe socialiste, écologiste et républicain sur l'ensemble du texte. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert. Plus personne ne demande à voter. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin numéro 68 sur l'ensemble du texte, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence. Nombre de votants 342, nombre de suffrages exprimés 342, pour l'adoption 342. Félicitations, le Sénat a adopté. Alors, chers collègues, je vais suspendre la séance pour quelques instants afin de laisser à la commission et au gouvernement le temps de s'installer pour l'examen du prochain texte. La séance est suspendue.